Je voudrais d'abord vous remercier pour votre présence à tous, comme disait François, malgré ce beau soleil. Et je voudrais surtout remercier François et Pascal de m'avoir permis de venir présenter ce qui me passionne, c'est-à-dire cette méditation, cette thérapie, cette thérapie à médiation thérapie à médiation corporelle. Je vais donc vous exposer une approche de cette thérapie qui est si vaste qu'en 1 heure, ça me serait complètement impossible d'en parler. Donc, je dis bien que c'est une approche, mais ça vous donnera une idée, je l'espère. Donc, je ne suis absolument pas conférencière, c'est pourquoi. Ah, il faut vraiment que je mette le micro contre. Excusez-moi, je vous remercie. Redites-le moi s'il y a besoin, parce que je risque d'oublier. Hein. Non, parce que moi, je n'entends pas forcément le retour quand... Donc je ne suis pas conférencière, c'est pourquoi je vais m'appuyer sur ce que j'ai écrit, sinon ça risque de partir dans tous les sens. Alors, en premier lieu, je vais vous exposer mon parcours pour vous expliquer pourquoi j'en suis, enfin comment et pourquoi, oui, j'en suis arrivée là. Donc, j'ai commencé par expérimenter beaucoup de thérapies différentes. Beaucoup de thérapies différentes. C'est-à-dire, entre autres, donc je fais des stages et des formations en systémique pour les adolescents, en programmation neurolinguistique, en relaxation, une formation à l'interprétation des rêves, en constellation familiale, des stages concernant les tarots de Marseille pour travailler la symbolique. Enfin, je suis partie dans tout azimut, comme vous pouvez le constater. Parallèlement à cela, j'ai suivi une formation aux Beaux-Arts pendant 3 ans, ça c'est la partie plutôt artistique. Fait un travail de théâtre avec Robert Cantarella, pour ceux qui connaissent. Et surtout en danse contemporaine, pendant 13 années, très intensivement. C'est-à-dire que pour chaque activité, ce n'était pas un simple apprentissage de technique, pas du tout même, mais vraiment aucune technique, mais par contre, il m'a fallu réellement rentrer dans le processus créatif, ce qui est complètement différent et ce qui nous implique d'une façon totalement différente. Donc, grâce à la danse, j'ai pu créer des ateliers de pratique artistique avec mes élèves de collège puisque j'étais enseignante. Et là, il s'est passé des choses très très fortes. Je donnais également des cours à l'université de Boulogne-sur-Mer et c'était pareil, je ne travaillais qu'en improvisation, aucune technique, et ce que je voyais, j'étais stupéfaite à chaque fois. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples hein, tout au long de cet exposé pour égayer un peu la théorie qui, j'espère, ne sera pas trop difficile à ingérer. Voilà. Donc, dans ces ateliers que j'ai donné dans les collèges, il faut savoir qu'on travaillait des après-midi entières. Je ne regardais pas l'heure, on commençait et puis ça finissait quand ça finissait. Donc il y avait vraiment le temps pour chacun et chacune de se plonger dans l'activité et d'une façon intensive également. Alors j'ai eu le cas de Fanny qui était une jeune fille de 3e, inhibée au possible. Tout ça, je ne le savais absolument pas moi. D'une timidité excessive, en échec total scolaire, qui est venue à la danse. Et cette gamine, lorsqu'elle dansait, elle avait une telle présence sur scène, on ne voyait qu'elle. C'est-à-dire que tout ce qu'elle ne pouvait pas exprimer dans son quotidien, habituellement, elle le faisait en danse. Et le jour où on a présenté une chorégraphie, les autres enseignants m'ont dit « Non mais, ça, c'est Fanny, c'est pas possible. » Ils étaient tous vraiment bluffés, comme on dit, stupéfaits complètement de voir la transformation de cette gamine qui, en 1 an de danse, vraiment, s'était complètement épanouie. Un autre cas, j'avais 3 maghrébines, Samia, Dalila, Asia. Enfin, en fait, j'ai eu toute la famille parce qu'elles étaient complètement passionnées de danse, qui avaient du mal à se vivre.
était à cheval entre deux cultures. Voilà. En tout cas, une culture tellement différente de la nôtre. Et elles avaient vraiment beaucoup, beaucoup de mal à se positionner. Et grâce à la danse, elles aussi, elles se sont données corps et âme. Et elles aussi avaient une présence extraordinaire. Grâce à la danse, elles ont pu trouver une assise psychique, c'est-à-dire, elles me l'ont dit plus tard, évidemment, puisqu'elles étaient trop jeunes pour pouvoir l'exprimer. Mais la danse les avait unifiées, rassemblées, au niveau psychologique, évidemment. Hein. Et quand je dis rassemblées, ce n'est pas entre elles, hein, c'est à l'intérieur d'elles. Elles étaient réunifiées, au lieu de se vivre dans un déchirement de deux cultures tellement, tellement, tellement opposées. Et puis, il y avait aussi cette petite fille dont j'ai oublié le prénom, mais je ne l'ai pas du tout oubliée, elle. Elle avait 11-12 ans, elle arrivait à la danse avec l'allure très garçonne, comme ça, avec une grosse cuirasse musculaire. Je me suis dit, c'est étrange qu'elle vienne faire de la danse. Voilà, c'était pas, je sentais pas, mais elle était là. Et elle participait absolument à tous mes ateliers, mais alors vraiment tous mes ateliers, à part que, quel que soit le thème que je pouvais donner, à chaque fin d'atelier, elle se trucidait. Elle se trucidait à chaque fois d'une façon différente. Et alors on était tous là à regarder ça et je me disais, moi, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? La seule chose que j'ai pu faire, puisque j'avais absolument aucune formation à ce moment-là, ben, c'était d'accueillir ça. Et au fur et à mesure de ces ateliers, un jour, elle ne s'est plus trucidée. Et alors là, on était tous très étonnés. Et elle a commencé à faire des interprétations beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus... enfin, autre chose que le drame de se trucider à chaque fois. Et en fait, j'ai su après qu'elle avait subi d'extrêmes violences de la part de son frère. Et donc, c'est ça qu'elle exprimait. Et une fois qu'elle a vraiment exprimé ces choses si difficiles pour elle, c'est comme si elle était arrivée au bout de quelque chose, et peut-être aussi que sa situation s'est arrangée. Elle a vraiment... ses gestes étaient plus fluides, elle a retrouvé de la douceur en elle, elle a retrouvé du féminin en elle. Et ça a été une transformation, je vous assure, à la voir. Vous l'auriez vu au début, vous l'auriez vu à la fin, mais c'était absolument pas la même personne. Donc le potentiel créatif de ces enfants, c'était énorme. C'était tout simplement énorme. Et on a fait beaucoup de chorégraphies qu'on a présentées dans les CAC, vous savez, les centres d'action culturelle à l'époque, qui ont beaucoup de succès. Donc je peux vous dire que tous ceux qui sont passés dans mes ateliers de danse n'en sont pas ressortis indemnes. Je veux dire par là que tous ont subi cette transformation due à cette pratique de la danse contemporaine. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à approfondir, c'est pas possible autrement. Alors, quelques années après, en fait, c'était 7 ou 8 ans après, peu importe, j'ai repris des études de psycho. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire avec ça, il faut que je trouve ma voie. J'ai repris donc ces études de psycho en fac, et évidemment, et à la fin de la licence, je me suis dit, oh non, stop, c'est pas possible. Écoutez, je tournais des rotations Varimax toute la journée, je faisais des Ki2, je croisais des VI, des VD, je faisais des statistiques, des probabilités, et l'humain là-dedans. Ah non, je ne me suis pas retrouvée, donc à la fin de la licence, j'ai arrêté, c'était au-delà de mon courage, puisque la psychologie devient une science dure, comme on dit. C'était terrible pour moi. Donc j'ai arrêté, et enfin, finalement, ouf, j'ai entendu parler d'un diplôme universitaire à Lyon 2, qui est la seule université qui ne soit pas si scientifique que ça. Désolée pour les scientifiques, mais vraiment, moi, j'étais profondément déçue de cette approche, quoi. Donc, ce diplôme universitaire qui s'appelait Soins psychiques, créativité
et expression artistique. Oula, ça semblait me convenir. Là, c'était plutôt, et même tout à fait dans ce que je cherchais. Donc j'ai envoyé mon dossier, il a été accepté. Et j'ai pu vraiment prendre énormément de plaisir parce que ça a rassemblé, ce diplôme universitaire m'a permis de rassembler tout le côté psychologique que j'avais bien creusé et tout le côté, excusez-moi, artistique que j'avais également où j'avais également bien donné. Donc c'était fabuleux. Et ce diplôme universitaire parlait en fait que de thérapie à médiation corporelle. Corporelle, voilà. Donc depuis, eh bien, j'ai pratiqué cette thérapie dans les hôpitaux, les cliniques, les centres médico-pédagogiques, les instituts médico-psychologiques, les centres de réfugiés, les lycées et les écoles primaires, avec le plus grand bonheur. Parce que à chaque fois, je voyais des transformations et c'était quelque chose de merveilleux. Voilà donc mon parcours. Maintenant, on va pouvoir parler de cette thérapie. Alors, bon, si je commence à vous dire, ne vous effrayez pas, la thérapie à médiation corporelle propose une mise en œuvre du lien entre le domaine somatopsychique et les processus de symbolisation pour que se représente l'infigurable. Ouf, indigeste. Je peux là... Non. Surtout pas. Par contre, non. Et également, si je vous dis thérapie, c'est formidable. Mais ça fait un tel bien, un peu court quand même, non? Alors, pour être plus clair, on va d'abord définir les termes. Thérapie. Ensemble de méthodes visant à prendre soin de l'être, corps, âme, esprit, c'est-à-dire de l'être dans sa totalité. Philon d'Alexandrie le faisait il y a 2000 ans déjà. Zut, je ne suis pas originale. Médiation. C'est le fait d'utiliser un tiers ou un support. Oh, mais décidément, ou un support pour faciliter l'information dans une relation. Vous connaissez ce terme, il y a souvent des médiations pour les couples, etc. Ici, ce mot va prendre le sens suivant. Le support, ça va être l'argile, je vais vous en parler. L'information, ça va être celle donnée par le corps, puisqu'il s'agit d'un... Ah, mais j'ai oublié de vous dire... excusez-moi. Vous voyez ce que c'est que de ne pas lire ces notes? J'ai oublié de vous... Ah ben non, c'est bon. J'ai rien oublié du tout. Ça viendra après, excusez-moi. J'ai eu peur d'avoir oublié un terme. Donc, celle donnée par le corps... Et la relation, ça va être la relation du thérapeute à patient, bien sûr, mais aussi la relation de soi à soi. Hein, d'accord? Le mot corporel, qui fait intervenir le corps. Alors vous allez me dire, oula, non, ce n'est pas la gymnastique douce, non, ce ne sont pas des méthodes de relaxation, non, ce ne sont pas des massages. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Alors, voilà. Donc, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, dans cette thérapie, je vais utiliser plusieurs supports, dont le mouvement dansé dont je vous ai déjà parlé, que j'ai mentionné dans mon parcours, mais surtout, et dans un premier temps, l'argile. Alors, vous allez me dire, mais l'argile, quelle relation avec le corps? Eh bien justement, c'est que l'argile, à mon humble avis, est le support plus adapté pour atteindre les couches profondes de notre psychisme, qu'on appelle aussi mémoire corporelle. Je répète, l'argile est le support le plus adapté pour atteindre les couches profondes de notre psychisme,
qu'on appelle aussi les mémoires corporelles. Je vais donc utiliser cette matière comme moyen d'expression de ces mémoires corporelles. Voilà, c'est dit. Cette thérapie est un moyen d'expression des mémoires du corps où sont inscrits nos traumatismes, nos manques, nos chocs, enfin tous les chocs de l'existence. Cette méthode va donc aller à la racine de nos problèmes. Il faut savoir en effet que tout notre vécu est enregistré, inscrit dans ces mémoires corporelles, mais elles sont si profondément enfouies qu'elles ne peuvent affleurer à la surface, c'est-à-dire au conscient. Je vais vous faire un schéma. Il est déjà fait, je vais vous le montrer. Donc, notre psychisme est fait ainsi. C'est pas moi qui fais le dessin, c'est tous les psychanalystes, c'est tout le mouvement psychologique et tout ce que vous voulez. Donc, il y a le conscient. En dessous, on parle de couches, donc on va dire en dessous, ok ? En dessous, le préconscient. En dessous, l'inconscient. Tout le monde a entendu parler d'inconscient, je suppose. C'est pas une... Qui n'a jamais entendu parler d'inconscient ? Par exemple, entre autres. Oula, attendez, n'allez pas si loin. C'est beaucoup plus simple que ça. Donc, l'inconscient, et encore en dessous, l'inconscient, c'est le soma. Soma, somatique, c'est-à-dire qui vient du corps. Et c'est là que sont inscrits ces mémoires corporelles. Alors, vous comprenez bien que pour aller de là à là, et voilà, il y a du travail. Et ce travail, ça s'appelle un travail d'élaboration. C'est-à-dire que là, il n'y a pas les mots, et là, il y a les mots. Okay. Or, aussi longtemps que ces traumatismes ne sont pas exprimés, élaborés, il y a souffrance morale et parfois même souffrance physique. Alors, comment ces mémoires vont-elles s'exprimer lors d'un atelier d'argile ? Et pour être simple, je vais commencer par vous relater un exemple. C'est une fillette qui arrive dans mon atelier en bâillant aux corneilles. Je lui dis « Ouh là là, mais tu as l'air bien fatiguée. » Elle me dit « Ah oui, je suis crevée. Je suis complètement crevée. J'ai fait la fête toute la nuit avec mon copain et je suis rentrée complètement bourrée. » Elle a 11 ans. Et en même temps qu'elle me raconte ses aventures nocturnes, évidemment, elle s'est assise, elle a pris l'argile et elle a commencé à tripoter l'argile, à faire quelque chose avec l'argile. Eh bien, imaginez-vous ce qu'elle me fait. Winnie l'ourson. Vous connaissez Winnie l'ourson ? Voilà, une fleur à la boutonnière. Est-ce que vous vous rendez compte du fossé qu'il y a entre ses dires, ses fêtes nocturnes, et sa production, son ourson préféré ? Il y a là ce qu'on appelle une coupure entre son désir conscient, c'est-à-dire son désir de plaire, et l'inconscient qui crie cette enfance qui s'est arrêtée à 9 ans. Cette fillette a été abusée par son père à cet âge-là. Deuxième production, un lit, ou plutôt un berceau, dans lequel elle se représente, en tout cas un tout petit lit,
dans lequel elle se représente dormant en toute sécurité, le chien pour la protéger. On s'arrête sur cette production, je lui demande de m'en dire un peu plus. Elle commence à me parler de tout, et tout d'un coup elle s'arrête. Elle prend conscience, et elle pleure à chaudes larmes. Et là, le travail a pu commencer. Que s'est-il passé ? Pendant que son attention était centrée sur son discours, elle a lâché le contrôle au niveau de sa production, c'est-à-dire ce qu'elle faisait avec l'argile. C'est-à-dire qu'elle a fait quelque chose sans réfléchir, sans y penser. Et c'est dans ces moments-là que l'inconscient a pu se révéler, s'exprimer à travers l'argile, comme si le psychisme devenait concret sous ses mains, à travers une forme, la forme qu'elle a donnée aux objets, comme si ce qui était à l'intérieur d'elle-même pouvait alors se lire à l'extérieur. Voilà comment ces mémoires peuvent s'exprimer, par la création de nos propres symboles. Tout à fait. Pour la fillette, ses propres symboles étaient l'ourson et son petit lit. Alors, j'ai employé le mot symbole, on va préciser, c'est quoi la symbolisation ? J'aurais dû manger plus de soupe quand j'étais petite. Donc, la symbolisation, tout le monde connaît ce mot, c'est le fait de pouvoir représenter quelque chose. Mais si on va plus loin, c'est aussi la capacité de réunir deux éléments séparés en un seul, donc le symbole. Pour reprendre l'exemple, la jeune fille a relié une mémoire corporelle, son enfance perdue, à une représentation de choses, c'est comme ça qu'on dit, à une représentation, son ourson préféré. On peut dire aussi que cet ourson, comme son petit lit, représentait, symbolisait son désir profond d'une enfance réparée. Donc, dans ces ateliers d'argile, si on entre dans le jeu de ne pas vouloir faire une forme précise, mais de laisser au contraire la forme émerger d'elle-même, alors notre psychisme est mis en travail. Alors, les mémoires corporelles sont mobilisées et des associations libres peuvent advenir. Vous savez, quand on associe librement, je ne sais pas comment le dire autrement, mais ce sont des associations libres qu'on ne fait jamais ou rarement dans le discours conscient, ce qu'on appelle. Hein ? Tout à fait, tout à fait. Or, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. C'est que jusqu'à présent, on a parlé d'expression par les formes, les objets. On a aussi parlé de symbolisation à travers ces objets, mais on n'a jamais parlé d'expression avec les mots. C'est parce que dans cette thérapie, on est dans le domaine de l'avant-langage. On est ici, au niveau de la symbolisation primaire, c'est-à-dire c'est le symbole qui va parler. Hein, on est au niveau de la représentation de choses. Ça, la symbolisation secondaire, c'est-à-dire la symbolisation avec les mots, c'est plus tard. C'est beaucoup plus tard, ça, en dernier. Donc, dans cette thérapie, je disais, on est dans le domaine de l'avant-langage. Ça, c'est très, très important.
C'est-à-dire que les choses vont se dire à travers nos sens, nos perceptions. Et ici, c'est le corps qui se dit, et le corps ne ment pas. La preuve, hein. Je vais vous donner d'autres exemples encore tout à l'heure, et vous verrez que le corps ne ment jamais. Il ne fait pas intervenir le mental dans un premier temps. On peut se raconter des histoires avec les mots, mais le corps, lui, il va droit à la source, droit à l'essentiel. Christine Loisel-Buet, qui a beaucoup travaillé avec les enfants qui ont eu de gros traumatismes, vous me dites quand le micro il n'est pas en face, hein, parce que disait quand les mots font naufrage, où aller chercher l'individu ailleurs que dans ce lieu du corps. Quand les mots font naufrage, où aller chercher l'individu ailleurs que dans ce lieu du corps. Alors, je vais encore vous donner d'autres cas. C'est une jeune... Non, elle n'est pas jeune. C'est une dame psychologue qui vient me voir et qui vient de faire un AVC. Vous savez ce que c'est, un AVC? Tout d'un coup, c'est quoi? Un accident. Voilà, merci. Voilà. Donc, et elle ne comprend pas pourquoi elle a fait cet AVC, parce que les médecins lui disent qu'elle est en très bonne santé, que tout va bien de ce côté-là. Donc, étant psychologue, elle se dit, il y a peut-être une cause ailleurs. Et elle me dit, j'ai qu'une demi-heure, est-ce qu'on peut faire quelque chose? J'ai dit, mon Dieu, mais j'ai pas la baguette magique, d'accord, c'est direct, c'est tout ce qu'on veut, mais quand même une demi-heure. Elle me dit, ça fait rien, je veux quand même essayer. Bon. Je la prends en atelier, elle prend un morceau d'argile et vraiment elle rentre dans le jeu. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se dire, je vais faire un bol, je ne sais pas quoi encore d'autre. Non, non, non. Elle malaxe cette argile, les yeux fermés d'ailleurs. Et au bout d'un moment, elle me dit, voilà, c'est fini, c'est ça. Alors c'est difficile à vous expliquer puisque je n'ai pas l'objet devant moi et vous non plus. Ça représentait une espèce de grande coupe avec un trou. Et bon, et je lui dis, mais ça représente quoi pour vous? Et elle me dit, ah ben j'en sais rien du tout. Bon début. Alors je lui dis, en tout cas, si c'est un contenant, hein, vous connaissez ce mot, hein, un contenant, il est grand. Et là, elle me dit, ah oui, ça, oui, il est grand ce contenant. J'ai une grande famille, j'ai beaucoup d'enfants, de petits-enfants, et toute la famille repose sur moi. Je crois que si je n'étais pas là, cette famille serait complètement éclatée, dispersée. Et vraiment, j'ai l'impression d'être la grande mère pour tout le monde, mais vraiment, ils sont très nombreux et ça me fait beaucoup, beaucoup de travail. Et au début, elle était très fière d'avoir une grande famille avec beaucoup d'enfants, mais plus elle parlait, plus je sentais que ça lui pesait énormément. Et à un moment donné, elle me dit mais c'est trop pour moi, c'est trop. Le travail, plus toute cette famille, c'est trop de pression, je ne sais même plus qui je suis. Alors là, c'est en effet, je ne sais même plus qui je suis complètement identifiée à la grand-mère pour tout le monde, mais moi, je ne sais pas qui je suis. Je n'ai pas pris le temps dans ma vie de savoir qui j'étais. Et je lui dis, ben oui, toute cette pression, et ce trou, qu'est-ce qui signifie pour vous? Ah, ça, elle me dit, c'est le trou, je voudrais m'enfuir. Et oui, je lui dis, le trou, vous vouliez vous enfuir parce que vous avez trop de pression. Elle me dit, oui, trop de pression. Et trop de pression, je lui dis, ça fait éclater les vaisseaux. Et là, stupéfaction totale. Pourtant, elle était psychologue. Stupéfaction totale, elle a fait le lien entre ce trop de pression qu'elle se donnait et cet AVC. Mais elle était bouleversée, Et elle me dit, mon Dieu, il faut que ma vie change, sinon elle est en danger. Quel exemple, hein? Attendez, vous m'excuserez.
Je vais encore vous donner un autre exemple. Ah, il y en aura beaucoup, vous me dites, hein, si vous en avez assez des exemples. C'est une femme qui arrive d'un certain âge. Et elle me dit, j'ai des problèmes avec ma fille. Mais je ne l'ai pas soignée, enfin, je m'en suis pas occupée petite comme il aurait fallu. Elle m'en veut beaucoup. Et j'ai fait beaucoup de travail. Pourtant, je suis ouverte à tout. Regardez, la preuve, je suis ici. Sauf que, elle me disait tout ça, sauf que, pendant que elle faisait l'argile, elle me construisait des barrières énormes. Elle a fait une espèce de rempart comme ça qui se refermait sur elle. Et je l'ai laissé parler longtemps. Et puis je lui ai dit, mais ce que vous avez fait, vous trouvez que ça symbolise une ouverture ? J'étais un peu directe, mais bon, j'avais pas trop de temps, alors il a fallu aller au cœur du problème. Et elle regarde et elle me dit oh mon Dieu, je crois que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Et bon, après on s'est vus et on a beaucoup travaillé et c'était vraiment intéressant. Un dernier exemple. C'est une jeune femme, cette fois-ci, qui arrive en deuil. Elle vient de perdre son mari, son compagnon qu'elle adorait. Et elle était mais complètement effondrée, il y a de quoi. Et donc je lui donne un morceau d'argile et je lui dis, écoutez, faites ce que vous pouvez, parce qu'elle était tellement effondrée. Je vous mets dans un coin à part, parce qu'il y avait d'autres gens. Je vous mets dans un coin à part, je vous laisse un petit moment et puis je reviendrai un peu plus tard. Donc je la regardais d'un coin de l'œil et elle était mais complètement absorbée par son travail. Je vous assure, je crois que le monde aurait pu s'écrouler, elle n'aurait pas bougé. Et à un moment donné, je m'approche d'elle, puisqu'elle semblait avoir fini sa production, et je regarde. Et moi, je vois un berceau avec un enfant dedans. Alors je lui dis, mon Dieu, vous attendiez un enfant ? Elle me dit, non, pas du tout. Non, pas du tout. Avec mon compagnon, on n'était pas du tout là-dedans. Absolument pas. Non, c'est la tombe avec mon mari dedans. Je n'ai rien dit, mais en tout cas, on a pu discuter à propos de ça. Elle était détendue, elle avait vraiment pleuré, elle avait déposé quelque chose, ça c'était sûr, quoi. Et elle avait un visage, mais comme s'il était passé à la machine à laver, vraiment détendu, pas rayonnant, mais en tout cas ouvert, voilà. Et elle est repartie très satisfaite de sa production. Et lorsqu'elle est partie, je me suis dit, oh, mais voilà, c'est ça. Chez elle, il y avait une problématique énorme de mort liée à la vie, ou de vie liée à la mort, ou bien encore de naissance liée à la mort. Et ça, elle n'en était absolument pas consciente. Je vous dis ça parce que lorsqu'elle est descendue, elle a présenté sa production aux autres, et pareil, tout le monde lui a dit « Oh, c'est un berceau avec un enfant dedans ». C'était une évidence que pour tout le monde, c'était un berceau, et non, pour elle, c'était la tombe avec son mari dedans. Donc, il devait y avoir une problématique beaucoup plus profonde en dessous que je n'ai pas pu voir, parce que cette dame, je ne l'ai pas revue. Pour vous dire encore ce décalage entre ce qu'on peut dire et ce qui peut sortir, qui nous échappe complètement. Je vous en donne encore un. Après, j'arrête. Enfin, pour l'instant, après, je vais reprendre la théorie, puis j'arrête. C'est une jeune fille anorexique à qui je demande de représenter ses parents.
un jour, je vais me casser la figure, c'est sûr. Non. Donc, elle me représente son papa, bon, et sa maman, waouh, immense, avec des, c'est embêtant, hein, avec des grandes ailes comme ça qui l'entouraient. Et vous connaissez le lien à la maman chez les anorexiques, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc elle en parle. Et ce qui était évident, c'est de voir à quel point elle était prise dans ce problème difficile d'être dans une dépendance immense par rapport à sa mère, hein, cette grande-mère qui l'entourait complètement, et cette sensation d'étouffement, d'étouffer, et de ne pas pouvoir grandir. Et en un objet hein, qu'elle a confectionné, la problématique était lisible complètement, quoi. Vous voyez un peu le direct de ce travail, quoi. C'était incroyable. Voilà. Donc, c'est pas fini, hein. Je résume, mais c'est pas fini. Si on voulait résumer, on pourrait dire que le corps peut exprimer nos traumatismes autrement qu'avec les mots, et c'est d'autant plus puissant et direct. Autre question pour terminer, bien que je n'ai pas encore terminé. Pourquoi les mots sont absents ? Je parle souvent de l'avant-langage, quand les mots sont absents, etc. Pourquoi sont-ils absents ? Et pourquoi ce détour par le corps ? Eh bien parce que lors des événements difficiles, deuil, perte, accident, etc., il y a une telle souffrance, souvent, que le psychisme met en place des défenses pour se préserver. Des défenses, entre guillemets, c'est le mot qu'on emploie en psychologie. Ces défenses permettent d'atténuer la douleur, voire de ne plus la ressentir. Mais ne plus la ressentir, payer le prix de la dissociation. Quand je dis dissociation, ce n'est pas un terme pathologique, terrible, voilà. Non, il y a juste une dissociation, c'est-à-dire que l'élément est déconnecté de l'émotion. Alors, il y en a qui oublient, il y a le déni, vous savez, il est mort, ah non, c'est pas possible, c'est le déni. Relativiser à l'extrême, mentaliser, c'est-à-dire on est dans la tête là-haut, tout là-haut dans la tête, surtout on ne ressent plus rien. Voilà. Or, la thérapie à médiation va permettre justement cette reconnexion avec soi-même, ses émotions enfouies ou déconnectées. En même temps, il va y avoir une reconstruction de la personnalité au fur et à mesure du travail, qui va nous donner les ressources nécessaires pour pouvoir accepter parfois l'inacceptable et pour aboutir enfin à une réparation et retrouver le courant de la vie. Christiane Singer disait « Devoir recoudre la peau, vous savez quand il y a une plaie, devoir recoudre la peau avec le fil de la conscience et celui de l'amour. » Christiane, c'était quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un la connaît ici, mais c'était une très grande dame. Pour reprendre l'exemple de la jeune fille et de son ourson, elle a pu lâcher son identification à n'être qu'un objet de désir, à être plus posée, plus confiante en elle-même et retrouver les préoccupations de son âge, ceci après une année de travail. Voilà, un dernier point. Ça va, je peux continuer. Vous n'êtes pas trop au bout de votre attention. Un dernier point. Aussi merveilleux que soit l'outil thérapeutique, ça ne reste qu'un outil. Et l'essentiel pour moi, c'est la personne et ses besoins réels, ses urgences. C'est ce qui se passe dans le présent de la relation. Et à ce sujet, je voudrais vous parler de Thomas. Thomas qui m'a amené à faire complètement autre chose que la médiation corporelle, hein, c'est ce que je veux dire. Attendez, je vais boire.
Thomas, oui. Alors, Thomas, pardon, c'est la bête noire de la clinique. C'est un enfant. Je vais quand même vous dire qu'il est psychotique déficient, mais pour moi, quand je l'ai en face, c'est d'abord un adolescent qui souffre énormément. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour tout son entourage. Donc cet enfant, je l'ai en argile, en atelier d'argile. La première séance a été, j'ai dû le pousser pour qu'il rentre parce qu'il ne voulait plus. Il avait usé, excusez-moi, les infirmières, les éducatrices, plus personne ne le voulait. Bon. Et il rentre dans l'atelier, déjà il reste 1h30, exceptionnel. Il était avec d'autres, il n'a pas bronché, exceptionnel. Autrement dit, le courant est passé, ouf pour moi, tant mieux. Donc ça a duré comme ça pendant quelques mois, et puis ça arrive. Il y a eu une erreur de la part d'un éducateur qui est rentré dans mon atelier pour dire qu'il s'en allait. Donc je dis que c'est une erreur parce que il a fait exploser le cadre. Et pour un enfant comme ça, c'était la chose à pas faire. En plus, il faut vous dire que Thomas est un grand abandonnique. Donc imaginez, il est dans mon atelier, tranquille, on va dire, en train d'essayer d'exprimer des choses. Et cette personne arrive en disant voilà Thomas, j'arrive, je viens pour dire que je m'en vais. J'ai vu cet enfant blêmir. Il est devenu blanc, comme le linge. Je m'attendais à tout. Et lorsqu'il est parti, lorsque l'éducateur est parti, mon Dieu, il y avait de l'argile du sol au plafond, sur les fenêtres, partout. C'est-à-dire, ça l'a fait exploser. Ses pulsions étaient tellement fortes, destructrices en ce moment-là, pour se préserver de sa propre douleur, évidemment, que ça a explosé partout. Mon Dieu. Bon. Et j'ai compris qui était Thomas ce jour-là, vraiment, quoi. La seule chose que j'ai pu faire, c'est attendre qu'il se calme pour qu'il retrouve un peu de contenant, de cadre. Et quand il a eu fini d'exploser comme ça, tout d'un coup, il réalise, il regarde la salle et il me dit « Monique, tu veux que je t'aide ?» Je dis « Oui, Thomas, viens, on va faire ça ensemble. » Donc il y avait eu réparation chez lui. On voyait bien que cet enfant-là, c'était pas du tout de la méchanceté. Et puis, ensuite, il y a eu à nouveau une erreur de cadre, je ne vous raconte pas, c'est pas grave. Mais là, cet enfant est devenu carrément violent. Et quand je dis violent, c'est avec des intentions de violence, parce que vraiment, il m'a adressé des gestes de violence, mais jamais il m'aurait fait mal, je peux vous dire. Mais moi, ça m'a beaucoup bouleversée, parce que c'est la première fois que je pouvais sentir à quel point cet enfant était en détresse, à quel point il souffrait. Donc, une fois qu'il avait exprimé dans la violence dans tous les sens, il est sorti de mon atelier, il est allé dans la petite salle à côté et il a fait une espèce de cabane avec les fauteuils. Et il s'est blotti dedans. Il avait besoin de contenant. Pas si fou, ce gamin, quand même, hein, excusez-moi, mais... Bon, j'attends un petit moment. Ah, j'ai oublié de vous dire. Et en partant, il me dit « Pouf, de toute façon, même pas toi, tu peux m'aider. » Oh, ça c'était... Pour moi, c'était très douloureux à entendre. Oui, aïe, aïe. Je me suis dit, je ne peux pas le laisser comme ça, c'est pas possible. Donc, j'ai dessiné un petit cœur avec l'argile et je suis allée taper à la porte. Et j'ai mis le cœur dans ma main. Donc, quand j'ai tapé à ma porte, heureusement, il a répondu. Il était prêt à me remanger toute crue. Et puis, quand il a vu le cœur, là, il était surpris. Il me dit, ok, rentre. Donc, je suis rentrée. J'ai refermé la porte. Il s'est réfugié dans sa cabane. Et là, je lui ai donné à travers une fente de ces fauteuils, voilà, mis les uns sur les autres, je lui ai donné mon cœur. Et il a pris mon cœur et surtout, il a pris ma main. Et là, il faut que je me calme. Et là, on a pleuré tous les deux, vraiment. Toutes les larmes de notre cœur, de nos cœurs, je ne sais pas comment il faut dire.
Et, et voilà. Et je lui ai dit, tu sais Thomas, t'es un gars formidable parce qu'avec tout ce que tu as vécu, vraiment, être qui tu es, je te félicite. Et là, le gamin, il était mais en larmes. Moi aussi d'ailleurs. Tout ça pour vous dire que ce gamin, cet enfant-là, il avait besoin d'être trouvé au cœur de sa souffrance. Il a fallu que j'aille avec lui jusqu'au cœur de sa souffrance. Et c'est vrai que l'argile était loin, mais voilà, c'était vraiment ça dont il avait besoin. Et après, le plus dramatique, c'est que, voilà, je vais tout vous raconter. Le plus dramatique, c'est qu'après cette séance, où pour la première fois de sa vie, il avait pleuré. Ils n'avaient jamais vu ça à la clinique. Pour la première fois de sa vie, cet enfant-là a été en contact avec ses émotions et a pu les exprimer. Pour la première fois de sa vie, il a pu les partager, c'est-à-dire être en lien. Quelques jours après, j'ai un accident grave et je suis absente 3 mois. J'ai voulu téléphoner à la clinique pour dire, surtout, dites à Thomas que j'ai eu un accident, mais que je reviens. Ils n'ont jamais voulu. Voilà, c'est pour ça que à chaque fois que j'en parle, je vous assure que ça me remue le cœur, parce que c'est du travail foutu en l'air, quoi. C'est comme ça, les cliniques. Voilà. Ensuite, décidément, il y a tout qui fout le camp ici. Au niveau du temps, je suis bonne? Ok. Donc, que peut apporter cette thérapie? Mieux se connaître, évidemment. Mieux habiter son corps. Passer de la régression, vous savez, la régression, c'est quand on est dans nos creux terribles, à des phases plus structurantes et plus évolutives, vers de nouvelles ressources. Mieux se vivre parce qu'on a libéré la charge affective du trauma qui nous pesait, et qu'avec tout ça, il y a eu réparation. C'est tellement important. Et puis tellement d'autres choses, parce que c'est selon les cas et les personnes. Là, je ne peux dire que des généralités, évidemment, mais pour chaque personne, la thérapie va apporter exactement ce dont elle a besoin. Voilà, donc il aura fallu construire tous ces passages, ces nouveaux liens dans la richesse et la complexité de nos personnalités. Je voudrais également vous dire, pour finir cet axe-là, puisqu'il y a 2 axes, je vous l'ai dit qu'il y avait 2 axes de travail. Oui? Bon d'accord, c'est un peu loin dans ma tête, donc... Oui, c'est vrai, je vous l'ai dit, je m'en souviens. Je voulais dire que pour finir, savoir qu'au milieu de nos pires souffrances, il y a une partie saine, intouchable, indestructible, immuable. Et que de savoir ça, c'est primordial. Ce que je vous dis là, ce n'est absolument pas de la théorie. Je l'ai vécu un jour d'une grande catastrophe qui me tombait dessus, et tout d'un coup, je me suis sentie parfaitement en paix, presque heureuse. Je me suis dit, mais ma pauvre fille, tu deviens folle. Il t'arrive la chose la plus catastrophique qu'il aurait pu t'arriver, et toi, tu te sens heureuse et en paix. Et ce n'est que quelques années après que j'ai su que j'avais contacté cette partie saine, intouchable, immuable, que tout le monde a au fond de soi. C'est pour ça que j'ai dit en premier que la thérapie à médiation corporelle touche le corps, l'âme et l'esprit, c'est-à-dire l'individu dans toute sa totalité, et que quelles que soient les difficultés ou les maladies ou les horreurs qu'on puisse vivre, nous ne sommes pas que cela. Il faut aussi penser à cette partie saine qui saura nous aider, qui est toujours là pour nous aider. Voilà. Chacun va imaginer un an, hein, chacun va la dire comme il voudra. C'est le mieux. C'est un des noms.
mais oui, c'est vrai, c'est un des noms de cette partie scène. Voilà, donc le deuxième axe de mon travail, c'est le processus créatif. Mais c'est un travail extrêmement lié, c'est-à-dire que souvent quand on rentre réellement dans un processus créatif, ben vous l'avez vu pour les enfants qui ont fait de la danse contemporaine, eh bien ça transforme. Donc je vais un peu me répéter, mais je vais quand même redire les choses, ça va peut-être faire du bien. Donc ce qu'il y a de nouveau, c'est que dans le processus créatif, je peux utiliser également, en plus de l'argile, le collage, la peinture, l'écriture et le mouvement, évidemment le mouvement dansé, hein, avec la même idée, celle de favoriser les associations libres pour que les choses puissent émerger et s'élaborer. C'est dans ces allers-retours conscients-inconscients que la personne va puiser ses belles potentialités créatives, créatrices, créatives, comme vous voulez. Dans ces temps de rêverie, de flottement, en fait, ces temps d'inspiration si chers aux artistes. Voilà. Dans ces temps de flottement, c'est là qu'on va pouvoir se surprendre, s'étonner de nos productions hors de nos habitudes et de nos sentiers battus. C'est-à-dire que si encore une fois on rentre dans le processus, on va dire oh, mais c'est moi qui ai fait ça. Ben oui, c'est toi qui as été capable de faire ça. Donc à travers tous ces supports, argile, peinture, collage, mouvement, il aura fallu donner forme à cette vie psychique qui essaye de se frayer un chemin à chaque production. Vous pouvez constater combien les deux axes sont liés. Donc voilà, ce qu'il y a de plus spécifique, c'est que ce travail de mise en lien dans notre monde intérieur et de dehors, la réalité extérieure, permettra de verbaliser ce processus de création dans un deuxième temps. Je dis bien par la suite parce qu'au début, c'est le corps qui vient stimuler l'esprit et pas l'inverse. Et ça, c'est important. Si vous voulez danser et que vous allez vous dire je vais faire 3 pirouettes et 4 machins, vous vous écroulez par terre. En tout cas, si vous faites 4 pirouettes, vous n'aurez pas dansé au sens d'exprimer quelque chose. C'est vraiment le corps qui est le stimulateur de l'activité. Voilà. Donc, pourquoi cette nécessité de verbaliser dans un deuxième temps le processus? Tout simplement pour mieux structurer nos pensées, surtout nos intentions, nos désirs dans le choix de nos outils de notre projet créatif. Voilà, ce processus s'appelle la poétique, je ne vous le marque pas, qui étudie le rapport de l'artiste à sa production et non de la production au public, qui est le versant esthétique. Ouf, je m'arrête là. Donc, simplement, je voulais vous dire merci beaucoup de votre écoute. C'est pas simplement, c'est beaucoup. Merci de votre écoute et de votre attention. Et si vous êtes intéressé par les ateliers, je peux vous donner un atelier gratuitement. Et puis on verra à la pause et on en parlera. Voilà, merci infiniment. Mon Dieu, excusez-moi. Excusez-moi. Évidemment, il y a des questions-réponses. Alors qui? Oula. Ah, vous pouvez garder le micro. Ah, bon, je voulais savoir, est-ce que vous avez constaté un support qui était beaucoup plus efficace que les autres? Oui, l'argile. L'argile et le mouvement dansé. J'avoue que j'aurais pu écrire aussi des dizaines de pages avec la danse, enfin le mouvement dansé. J'aime pas dire la danse parce que c'est une technique. Parce que le corps est impliqué lui-même, encore une fois, et c'est énorme. Donc je crois que l'argile et la danse, d'ailleurs, c'est les deux supports que j'utilise en priorité, en thérapie. Oui. Oui, c'est quoi bas âge? Oui, bien sûr, tout à fait.
Bien sûr. Ou la... Et puis la parole n'est pas construite. Hmm. Je crois que vous avez absolument bien compris mon travail. C'est absolument ça. C'est-à-dire que cet enfant-là, ce travail va réveiller des mémoires corporelles, comme je le disais, et ça va pouvoir s'exprimer en deçà des mots. Et donc, si ça doit s'exprimer, s'il est prêt pour exprimer la chose, parce que voilà, le psychisme, on ne le commande pas, on ne va pas dire tiens, je te mène là, et puis maintenant tu fais ça, non. Mais si cet enfant-là, et souvent, il y a un énorme besoin d'exprimer, surtout quand c'est secret, autrement qu'avec les mots, et ça, ce serait un super travail à faire. Plus avec l'argile, là, pour, voilà, que le mouvement dansé. Merci. J'en étais sûre. Et écoutez, moi je ne connais pas l'art-thérapie, mais j'ai connu 2 art-thérapeutes, donc je vais parler juste de ce que je voyais, ce que j'ai pu voir. Simplement, art-thérapie. Ce qui est important en premier, c'est l'art. Et ensuite, la thérapie. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu, je ne dis pas que tout le monde en art-thérapie travaille pareil, hein, parce que voilà. J'ai vu des patientes que j'avais à la clinique qui me ramenaient ce qu'elles avaient fait, c'était magnifique. Mais elles me disaient, ben voilà, c'est magnifique, mais moi j'ai rien exprimé là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que souvent, en art-thérapie, je vais me faire assassiner hein, s'il y a des art-thérapeutes qui travaillent autrement que ce que j'ai vu, malheureusement, et j'espère qu'il y en a. Le but, c'est de créer quelque chose de beau. Alors moi, c'est tout à fait le contraire. Vous pouvez être le plus malhabile possible, créer un truc qui n'a aucune forme, moins ça de forme, et plus je suis contente. C'est-à-dire, plus ça va être parlant. Voilà la différence entre mon travail et l'art-thérapie. Ceci dit, voilà, l'art est vecteur, je l'ai dit encore, d'émotions, il y a des choses qui peuvent se passer, mais à mon avis, pas aussi en profondeur que ce travail. Oui. Oula, mon Dieu. Non, non, c'est sûr. Le fait que les choses aient émergé, c'est le début du travail. C'est ça. On peut dire ça. Non, non, justement, la thérapie n'est pas faite. La prise de conscience, c'est 50% du travail. Et les autres 50% à faire, c'est pas les plus faciles. Mais par contre, chez les enfants, j'ai remarqué, les adolescents, j'ai remarqué que ça allait beaucoup plus vite. Ou bien chez les adultes qui ont déjà fait, évidemment, un travail, qui ont déjà fait des prises de conscience, et ça reste en dessous, mais à la surface. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça. Il est moins construit, donc il y a moins de défense, et c'est ça, c'est ça. Il y a d'autres questions? Mmh. Mmh. C'était un dessin qui consistait à faire une représentation en 10 éléments. Ça s'appelle le D10 de Leonardo. Ah oui, bah oui. Vous connaissez peut-être. Bah oui. Moi, je l'avais fait pratiquer à des adolescents dans un collège. C'est intéressant. Sûr. On observe bien ici le processus qui va de la réactivité due à leur pathologie à la créativité libératrice. Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Juste une dernière chose qui m'avait complètement étonnée, après j'arrête là. Un jour, voilà, quand je suis partie de la clinique, il y a une anorexique qui est venue et qui m'a dit, voilà Monique, la diététicienne m'a apporté des connaissances au niveau de la nourriture, évidemment.
La masseuse m'a apporté des éléments au niveau de mon corps, comment je me sens à l'intérieur, les tensions, etc. La psychologue m'a permis de mieux me connaître. Qu'est-ce qu'ils avaient encore? L'art thérapeute, de développer ma créativité. Mais avec vous, j'ai découvert une dimension spirituelle. Et alors là, j'étais étonnée parce que je n'ai jamais prononcé un seul mot de spiritualité. C'est juste dire à quel point le travail peut aller profond et à l'essentiel des choses. Voilà. Oui. Oui. Oh, jamais. Complètement. Tout à fait. C'est exactement ça. Il y a toujours la problématique qui est là en filigrane et on tourne chaque face. Et à un moment donné, on a le puzzle entier. Et voilà. Là, il y a carrément la prise de conscience et autre chose qui se passe avec. Voilà. Il y a encore des questions ? Oui, j'ai compris. Alors ça, c'est une excellente question. C'est-à-dire que le conscient, lui, il nous raconte qu'on sait tout. Moi, j'y sais tout, comme ils disent ici. Moi, j'y sais tout. Bon, et pas du tout. Et il y a toujours, rappelez-vous, l'inconscient qui vient nous rattraper. Et plus on le met de côté, plus il vient avec force nous rattraper devant. Et ce travail d'argile n'échappe à personne. Attention, danger. Merci pour la question. Alors, très bonne question. Non, c'est une thérapie qui est toute nouvelle, qui existe par d'autres thérapeutes, notamment Anne Brun, qui est la grande spécialiste de ça, mais elle travaille qu'avec les grands psychotiques, l'autisme profond, etc., où il y a tellement peu de monde elle travaille avec ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est une synthèse avec ce que j'ai appris donc d'elle, qui était merveilleusement intéressant, et toutes mes formations que j'ai fait, et puis toutes ces expériences que j'ai eues, et donc j'ai fait, comme on dit, ma sauce à moi, et ça c'était important pour moi de faire quelque chose qui me parlait complètement. Voilà. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Oui, j'avais un autiste dans un... Oui. Non, mais oui, c'est vrai, c'était une jeune fille, mais c'était un autisme très déguisé. Enfin, c'était un peu compliqué, je préfère pas vous en parler. Mais oui, ça a donné des bons résultats, oui. J'aurais préféré travailler davantage avec ce genre de population parce que ça doit être vraiment très intéressant. Voilà. Mais ça fait pas longtemps, hein, ça fait donc depuis quelques années, donc voilà, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai pas encore pu aller dans tous les domaines. Oui. Certainement, hein. Non, mais certainement, mais j'avoue que non, voilà. Mais oui, c'est une piste, je suis ouverte. Hein. Après, je peux quelque chose pour vous, c'est bien, puis que je peux pas, tant... Non, mais je veux dire, je peux quelque chose dans ce domaine, c'est bien, et puis je peux pas. Mais bon, pourquoi pas? Ça doit être la même... je veux dire, c'est le même processus qui se passe, hein, simplement, j'ai jamais fait. Voilà. Attendez, c'est une citation que j'ai trouvée qui est tellement belle, puisque François a parlé qu'on était ici surtout pour les deuils. Et voilà, donc j'ai trouvé une citation qui dit « En nous, il y a à la fois la blessure de l'absence et le mystère de la présence. Il y a le jamais plus de la séparation et le toujours de l'amour. » C'est beau.